Des agents de la DGSE, 2 frères d'une loge maçonnique et une chef d'entreprise dans le secteur du coaching, désignés comme agents du Mossad à abattre. Cela aurait pu être les ingrédients d'un film d'espionnage. Pourtant, ils font en réalité partie d'un improbable scénario criminel bien réel. 22 personnes, toutes soupçonnées d'avoir participé à des degrés divers à des projets criminels, attribués à une officine liée à une loge franc-maçonne Athanor, sont jugées à partir du 30 mars à Paris. Parmi ces actions criminelles, le meurtre manqué d'une coach en entreprise par 2 agents de la DGSE, manipulés par 2 vénérables frères de la loge Athanor. Une affaire hors norme où se mêlent secret et manipulation. Comment 2 agents de la DGSE ont pu se retrouver dans cette affaire ? Pourquoi une chef d'entreprise a-t-elle failli se faire assassiner ? Je suis Pauline Revenat, vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Sylvain Allemand, bonjour, vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. Bonjour. Maître Ruiz, bonjour, vous êtes l'avocat de Karl E., l'un des agents de la DGSE qui se retrouve sur le banc des accusés. Nous reviendrons avec vous sur cette affaire tout au long de notre récit. Alors d'abord, bonjour. Sylvain, cette tentaculaire affaire Athanor commence dans un quartier pavillonnaire du Val-de-Marne. Oui, le 24 juillet 2020, la rue de l'Espérance à Créteil est encore calme. Comme chaque matin, un père de famille conduit sa fille à la crèche. Il connaît bien le lotissement assez pour remarquer quand quelque chose cloche. Garé sur le trottoir, une voiture attire son attention. Intrigué, le père de famille décide de repasser à plusieurs reprises devant le véhicule. À l'intérieur, 2 hommes portent des casquettes et des gants, et ce alors qu'il fait plus de 20 degrés dehors. En se concentrant, le père de famille devine aussi que le conducteur est équipé d'une oreillette. Il décide alors d'appeler la police. 5 minutes plus tard, les 2 hommes sont arrêtés. Et Sylvain, les policiers ne le savent pas encore, mais cette arrestation marque le début d'une incroyable affaire. À l'intérieur, les policiers trouvent entre autres un tracker, des bouchons d'oreilles et un réducteur de bruit artisanal composé de coton et de sachets de compote accompagné d'une arme de poing 9 mm, la parfaite panoplie pour un assassinat ciblé. Les 2 hommes sont placés en garde à vue dans les locaux du service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne. Face aux enquêteurs, Pierre B., l'un des 2 hommes interpellés, lâche une bombe. Il indique qu'il est un agent de la DGSE et qu'il était avec son collègue Karl E. en mission pour abattre Marie-Hélène Digny, une agente du Mossad qui opérerait en France sous l'identité d'une chef entreprise dans le secteur du coaching. Une interpellation qui serait donc un regrettable malentendu et qui devrait rapidement se régler. De son côté, la cible des 2 agents tombe des nues. Oui, interrogée par les forces de l'ordre, Marie-Hélène Digny est sous le choc. Cette chef d'entreprise, spécialiste du coaching en entreprise, assure ne pas être une agente des services secrets israéliens. Elle ne comprend pas non plus qui pourrait vouloir sa mort. Dans les locaux de la DGSE, la stupéfaction est la même. Pierre B. et Karl E. sont bien des membres du service, mais ils n'ont jamais été déployés pour une mission d'assassinat officiellement interdite sur le sol français. Pierre B., alias Dagomar, et Karl E., alias Adelard, sont en poste dans la très secrète base de Sercotte, dans le Loiret. Là-bas, ils font partie de la section soutien de la base, où ils sont chargés de la sécurité des lieux. Du personnel qui n'a aucun moment la possibilité de participer à des opérations extérieures, selon la DGSE. Alors, Maître Ruiz, vous êtes l'avocat de Karl E., alias Adelard. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord le parcours de votre client qui l'a mené à la DGSE ? Écoutez, c'est simple, Monsieur E, puisqu'on va l'appeler comme ça, est un jeune homme de 22 ans à l'époque qui s'est engagé dans l'armée dans ce qu'on a appelé la génération Bataclan. C'est-à-dire qu'en réaction aux attentats qui ont endeuillé notre pays le 13 novembre 2015, Monsieur E s'est engagé pour être utile à la République, pour être utile à la France, et a décidé de prendre les armes, entre guillemets, en tout cas de s'engager dans l'armée. Et rapidement, il a fait ses classes, puisqu'il est un militaire de carrière, disons, avant d'être intégré à un âge extrêmement juvénile et de façon très rapide dans les rangs de ce service qu'est la DGSE. Et justement, la DGSE, très rapidement, dresse le portrait d'un garde-barrière pour votre client. Qu'est-ce que vous pensez de cette description ? Que c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire, garde-barrière ? C'est-à-dire une personne qui ne serait pas un agent qui irait sur le terrain, mais qui garderait juste la base, qui serait dans le côté logistique, qui ne serait pas déployé sur le terrain, donc par définition passe sur des missions d'assassinat. Bien sûr. Alors, je pense que ça fait partie des nombreuses contre-vérités qui ont été égrenées par la DGSE dans ce dossier, et ce depuis 5 ans que ce dossier existe. Il est bien évident que la DGSE ne va pas venir vous expliquer la bouche en cœur, qu'il y a eu un dysfonctionnement, qu'il y a eu un trou dans la raquette, que effectivement elle a été prise en flagrant délit d'opération sur le sol national. Et il est évident qu'une entreprise médiatique, juridique aussi, de décrédibilisation de Monsieur E et des autres hommes de la DGSE a eu lieu
dans ce dossier, très rapidement, à partir de 2020, on les a présentés, alors comme des gardes-barrières frustrés, on a parlé des blaireaux des légendes également, alors au-delà du jeu de mots qui est relativement drôle d'ailleurs. Référence à la série. Référence à la série. La réalité, c'est que la fiche de poste, si je peux parler comme ça, de Monsieur E, est beaucoup plus large que le simple fait d'ouvrir et de fermer une barrière, puisque nous avons pu, comme avocat, démontrer qu'il avait déjà été formé à des missions de filature, à des missions de reconnaissance de zone, et ce, par la DGSE elle-même. Par ailleurs, moi j'observe que quelqu'un qui aurait pour rôle de lever et de fermer une barrière n'aurait pas à être recruté parmi tous les soldats, j'allais dire, de base de l'armée française. Il est bien évident que cette sélection, elle a été faite au vu de compétences qui sont les siennes. Il a aussi passé d'ailleurs des diplômes au sein même de la DGSE qui lui donnent des attributions qui vont évidemment au-delà de prendre votre carte d'identité lorsque vous arrivez devant la base. Alors on l'aura compris, Sylvain, la DGSE nie être impliquée dans cette affaire. Les enquêteurs doivent maintenant comprendre comment les deux agents se sont retrouvés à devoir tuer une coach en entreprise. Les investigations avancent et démontrent que Pierre B, alias Dagomar, est l'élément moteur du duo. En garde à vue, il annonce même être le responsable de l'opération visant Madame Dini, en précisant que Karl E n'était pas au courant de la nature exacte de la mission. Arrivé dans les rangs de la DGSE en 2014, il rejoint le Sercotte avec une forte envie de faire ses preuves. Dans un premier temps, son expérience à la base se passe bien, mais rapidement, son comportement préoccupe ses supérieurs qui soulignent un aspect mythomane de sa personnalité. Les années passent et la frustration grandit chez Pierre B, qui n'arrive plus à se satisfaire de son poste. Pour assouvir son besoin d'action, il crée un groupe sur une messagerie cryptée où sont évoquées des pistes pour gagner de l'argent, notamment en commettant des agressions sur des trafiquants de drogue ou du chantage sur des personnes adeptes de la pédophilie. Parmi les membres de ce groupe se trouve Karl E. Lentement, Pierre B glisse sur la voie criminelle sans que personne de la DGSE ne le remarque. La bascule a lieu lorsqu'il rencontre un certain Sébastien L. L'homme se présente comme étant un agent de sécurité rapproché indépendant, réalisant des opérations au profit de l'État. C'est la rencontre que Dagomar attendait. L'homme représente un mode secret de clandestinité que Pierre B peut enfin toucher du doigt. Rapidement, Sébastien L propose à Pierre B de participer à une mission, éliminer Marie-Hélène Dini, qu'il présente comme une agente du Mossad, une mission qu'il tient directement de son officier traitant et seul interlocuteur. Dagomar accepte et demande à son collègue Karl E de participer à cette opération. Alors, Maître Ruiz, comment vous décririez la relation entre Pierre B et votre client ? D'abord, je dirais que ce sont deux hommes qui font partie d'une même section dans ce fameux camp de Sercotte, mais pas avec le même niveau d'expérience et pas non plus avec la même ancienneté. Il faut bien comprendre que Dagomar, vis-à-vis d'Adélard, qui est donc mon client, est là depuis plus longtemps. Ça fait 3 ans qu'il est là, de plus que Adélard, et il est réputé, ce brave Dagomar, comme ayant l'oreille de la hiérarchie. C'est-à-dire que dans un système qui est un système du renseignement, c'est-à-dire un système où tout est opaque, opacifié d'ailleurs volontairement par la DGSE, et où la chaîne de commandement et la chaîne d'avancement sont floutées, pour des raisons qui peuvent s'entendre de sécurité et d'enseignement, eh bien, Dagomar fait figure de celui qui parle à l'oreille de la hiérarchie pour obtenir potentiellement un avancement. Et donc, il est perçu par Adélard comme étant celui qui peut lui ouvrir les portes, si vous voulez, de services plus importants que la section de soutien dans laquelle il se trouve à ce moment-là, et notamment du service action de la DGSE. Très bien. Et comment vous évoquez un peu cette idée-là, mais comment vous expliquez qu'il soit laissé embarquer dans cette histoire, Karl E ? D'abord, je trouve que il est injuste de reprocher à Karl d'avoir été embobiné par Dagomar, alors même que la DGSE elle-même n'y a vu que du feu. C'est-à-dire qu'on a le service de renseignement français le plus en vue, qui a d'ailleurs commandé le Bureau des légendes, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et qui a fait son autopromotion par cette série Canal+, qui vient ne pas voir, ne pas détecter la mythomanie, parce que je crois que c'est effectivement le terme qui convient de Dagomar, et qui vient, dans le cadre de ce dossier, dire à ce pauvre Karl, vous auriez dû le voir. Et la raison pour laquelle il a été embobiné, elle est en réalité chronologiquement assez simple. Vous avez quelqu'un, Dagomar, qui, parce qu'il est là depuis plus longtemps, a fait passer son mensonge au crash test. C'est-à-dire qu'il est d'abord allé voir un premier soldat avec une histoire qui était beaucoup trop rocambolesque, pour pouvoir être acheté comme ça par ce premier soldat. Donc il a décidé d'amenuiser son récit et de l'adapter pour en faire quelque chose de crédible. Et en bout de course, il y a eu entre la première proposition de Dagomar et Karl à peu près 4 autres soldats qui n'ont pas mordu à l'hameçon, mais c'est précisément parce que cet hameçon a été affiné par Dagomar qu'à l'issue, il était crédible et que effectivement et évidemment, Karl a pu tomber dans ce panneau-là.
Au fur et à mesure des investigations, les enquêteurs vont mettre la lumière sur une officine criminelle pilotée par la loge maçonnique Athanor. Sébastien L n'est en réalité pas tout à fait l'homme qu'il prétend être. Cet Auvergnat est désormais au service d'un ancien chef de la direction centrale du renseignement intérieur, Daniel B., reconverti dans la sécurité privée. Sous son commandement, il pense faire les sales besognes de la DGSE, des missions désignées comme hors cadre, allant de la filature, de l'intimidation à la liquidation. Un tissu de mensonges savamment cousu par Daniel B., qui reconnaîtra avoir manipulé Sébastien L durant ses auditions. En réalité, il est à la tête d'une officine criminelle nichée dans l'ombre de la loge maçonnique Athanor, une organisation qu'il mène avec son collègue franc-maçon Frédéric V., un ancien journaliste désormais à la tête de plusieurs entreprises de sécurité. C'est Frédéric V., qui est accusé d'avoir mis Marie-Hélène Dilly au centre du viseur d'Athanor. En 2020, une de ses relations maçonniques travaillant dans le coaching met un contrat de 50 000 € sur la tête de la chef d'entreprise qui lui fait de l'ombre dans un secteur où la concurrence est féroce. L'ancien journaliste demande à son frère de loge de s'en occuper grâce à son réseau. Daniel B. s'exécute et actionne Sébastien L. Pour le motiver, il invente l'histoire du Mossad et des missions hors cadre pour la DGSE. L'homme de main mort, comme toujours, et il actionne à son tour Pierre B, qui demande à Karl E de l'aide. Une chaîne de manipulation vertigineuse qui a failli coûter la vie à une innocente seulement coupable d'avoir réussi dans son domaine. Une opération minutieuse qui n'a échoué que grâce à la vigilance d'un riverain transportant sa fille à la crèche. On vient de le voir, cette affaire est totalement rocambolesque. La DGSE a-t-elle une responsabilité selon vous ? Oui, bien évidemment. Je pense que d'abord, ce procès qui va s'ouvrir doit être, et quand je dis doit être, j'insiste sur le fait que c'est une nécessité républicaine, l'occasion de questionner la façon dont fonctionnent les services de renseignement. Et moi, je regrette profondément que le choix ait été fait au prix de l'entrée en vigueur de la loi narcotrafic de Gérald Darmanin, de faire juger ce dossier par une cour d'assises spéciale, c'est-à-dire par des magistrats professionnels et sans juré. C'est un immense problème démocratique et républicain. Nous avons une enquête dans laquelle la DGSE est intervenue, dans laquelle la DGSE, on le sait parce que le dossier le démontre, a briefé des témoins potentiels qui se trouvaient sur la base de Sercotte. On sait aussi que la chaîne de commandement et le cloisonnement, puisque c'est ça qui irrigue la procédure mise en place par la DGSE, a pu aboutir à ce dossier et donc à des infractions criminelles. Et malgré cela, nous n'aurons pas de jurés populaires qui viendront documenter, contrôler et éventuellement sanctionner la responsabilité de la DGSE. Et je crois que l'appel que nous lancerons, nous, juridiquement, puisque nous allons saisir la Cour, évidemment, de conclusion en ce sens, c'est de donner au peuple, de donner aux jurés la possibilité de juger de ce dossier en lieu et place des magistrats professionnels qui, sur l'autel d'une réforme, qui d'ailleurs est une réforme abominable de Gérald Darmanin, eh bien, vont être amenés à juger de ce dossier en lieu et place du peuple. Votre client, du coup, est mis en examen. Qu'allez-vous plaider pour lui, pour sa défense lors du procès ? Alors, une théorie qui est, je trouve, insuffisamment utilisée en droit, qui est celle de l'autorité légitime, du commandement de l'autorité légitime. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une cause d'exemption, d'exonération, de la responsabilité pénale, au même titre que la folie, par exemple, l'abolition du discernement. Le commandement de l'autorité légitime, c'est quoi ? C'est le fait de dire, certes, je me suis mis en risque et j'ai potentiellement commis un ou plusieurs délits ou un ou plusieurs crimes, mais je l'ai fait légitimement parce que j'avais reçu un ordre que je pouvais considérer, moi, dans mes fonctions militaires, comme provenant d'une autorité qui elle-même est légitime. Donc j'avais pas le choix, quoi. Pas forcément j'avais pas le choix, mais c'est la théorie, si vous voulez, qui préside dans l'armée. Pourquoi est-ce qu'un soldat a le droit de tuer à la guerre ? Tout simplement parce que l'armée lui demande de le faire. Eh bien, c'est exactement la même chose sur cette théorie. J'ai une autorité qui est mon commandement, qui me demande de faire quelque chose. Ce qu'on me demande de faire n'est pas manifestement illégal. Et je le dis, Karl, en l'occurrence, n'a jamais été au courant de la finalité de cette opération. On ne lui a jamais dit, il va falloir en bout de chaîne tuer Madame Dini. Ça, c'est absolument pas vrai. Il n'a fait que des repérages. Et donc, je pense, et la Cour le dira, qu'effectivement, cette théorie s'applique parce que oui, Karl pouvait légitimement penser qu'il agissait sur ordre de la DGSE. Dernière question, dans quel état d'esprit se trouve votre client à l'approche du procès ? Comment il se prépare ? Alors, d'abord, c'est quelqu'un qui a passé 3 ans en prison. Oui. 3 ans en détention provisoire, qui en est sorti fort heureusement il y a 2 ans maintenant, et qui a une peur bleue, c'est d'y retourner. Il faut comprendre, je vous parlais au début de ce podcast... Il encourt quoi, théoriquement ? Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Je vous parlais au début de ce podcast des raisons de son engagement, de cette génération Bataclan. Il faut comprendre que Karl E. a été un temps incarcéré à 2 cellules de Salah Abdeslam.
parce qu'il se trouvait effectivement dans une unité spécifique de Fleury-Mérogis pour ce type de profil. Et donc bien évidemment que pour lui, la boucle à ce moment-là était, j'allais dire bouclée, mais de façon absolument délirante et presque kafkaïenne d'ailleurs, puisqu'il n'a pas compris comment, en partant de cet engagement, il pouvait se retrouver là. Eh bien je crois que voilà, la crainte qui est la sienne, c'est deux choses: qu'on ne l'écoute pas, qu'on ne croit pas cette théorie du commandement de l'autorité légitime, et puis bien évidemment repartir en prison parce qu'il faut comprendre ce qu'est la prison en France pour comprendre pourquoi on ne veut pas y aller. Merci Maître Ruiz d'avoir été avec nous. Merci Sylvain. Voilà pour cet épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Tous nos épisodes sont à retrouver sur bfmtv.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Moi je vous dis à la semaine prochaine.